Il est 13h30, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette édition de la mi-journée de la télévision nationale. Poursuite hier des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2020, dite session de loi de l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour, examen et vote de 2 projets de loi. C'était sous la présidence du président de l'institution Hussein Tini. Le point avec Loli Yahya et Nana Mariama Moutari. Le premier projet de loi porte sur la ratification de la Charte africaine sur la sécurité routière adoptée le 31 janvier 2016 par la 26e session ordinaire de la conférence tenue à Addis Abeba en Éthiopie et le second sur la ratification du protocole à l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain adopté le 27 juin 2014 en marge de la 23e session ordinaire de la conférence tenue à Malabo en Guinée équatoriale. Pour ces 2 projets de loi, c'est la Commission des affaires étrangères et de la coopération de l'Assemblée nationale qui est saisie au fond. Ces projets ont reçu l'avis favorable des autres commissions. L'Union africaine, après une réflexion, a pensé qu'elle devrait apporter son concours à améliorer la sécurité routière en Afrique. Évidemment, quand on dit sécurité routière, c'est surtout pour mieux protéger les personnes et les biens, pour avoir moins d'accidents, donc moins de morts et de blessés, donc moins de matériel broyé. Et c'est en cela que, évidemment, c'est de la plus haute importance. Le deuxième porte sur le Parlement panafricain. À un moment donné, l'Union africaine a pensé qu'il faut revoir les dispositions contenues dans l'acte constitutif du Parlement panafricain qui était créé depuis la création de l'UA, au regard surtout du poids du budget du Parlement panafricain sur le budget global de l'Union africaine. Cette révision a porté sur la répartition des charges, faisant en sorte que la prise en charge des députés eux-mêmes, leur indemnité, soit laissée aux États qui les envoient, et le Parlement panafricain, à travers l'UA, lui, il prend en charge seulement les questions de fonctionnement, avec une extension des langues de travail, avec un alignement des structures vis-à-vis des structures étatiques. Et c'est essentiellement ça, une question de modernisation, une question de restructuration, toujours pour alléger les charges qui incombaient à l'Union africaine. On préserve davantage les vies humaines et on préserve davantage les biens des personnes. Dans les 2 cas, à mon avis, c'est des choses essentielles et il est heureux que les députés aient compris cela, le Niger étant pionnier sur les 2 sujets, et ils ont voté à l'unanimité les 2 projets de loi de ratification. Les travaux en séance plénière reprendront demain mardi 12 mai 2020 à partir de 10h avec à l'ordre du jour l'examen et le vote du projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2020-01 du 27 janvier 2020 modifiant et complétant la loi numéro 61-27 du 15 juillet 1961 portant institution du Code pénal au Niger. Zoom sur le traitement symptomatique du Covid-19 dans ce reportage. Un traitement des signes de la maladie, le traitement symptomatique permet de prendre en charge les cas du Covid-19 au Niger à condition que la prise en charge soit précoce. Justine Amoussou et Tijani Ibrahim. Nous sommes à l'hôpital de référence, dans le bloc de prise en charge des malades du Covid-19. Ici, les spécialistes de la santé agissent sur les signes de la maladie, notamment fièvre, toux et des signes plus particuliers tels l'anosmie. L'anosmie, c'est la perte de la faculté de sentir les odeurs. Il y a aussi un autre signe que nous avons rencontré assez souvent chez les patients qui sont atteints de cette maladie. C'est un trouble de la perception du goût sur la langue. D'accord? Dans notre jargon médical, on appelle ça la dysgeusie. Donc ces patients sont pris en charge par des médicaments. Un des plus fréquents, c'est le paracétamol pour lutter contre la fièvre. Et ça permet également de lutter contre les courbatures, les douleurs diffuses et tout.
Nous associons aussi également de la vitamine C pour cette asthénie. Et pour les patients qui étouffent, on propose de l'oxygène. D'abord, on peut mettre de l'oxygène au masque à dose croissante jusqu'à ce que le patient se sente bien. Et une fois que il ne s'améliore pas malgré de grandes quantités d'oxygène, on est obligé de passer à des traitements un peu plus invasifs qu'on appelle l'intubation et avec la ventilation assistée. Donc là, ça rentre dans le cadre de la réanimation où en fait on l'aide à respirer grâce à des tuyaux et un appareil. Pour les femmes enceintes et les personnes âgées ayant d'autres maladies associées, telles le diabète et l'hypertension, le traitement symptomatique est plus délicat selon les spécialistes. Ce sont les deux comorbidités les plus fréquentes que nous avons, mais il y en a d'autres qui sont un peu moins fréquentes, mais qui aggrave un peu le pronostic de la maladie. Nous avons vu, ce sont les maladies pulmonaires chroniques et parmi lesquelles nous avons l'asthme. Donc nous avons eu des difficultés avec quelques patients qui étaient asthmatiques ou bien qui avaient une maladie pulmonaire chronique. Pour les patients qui ont des comorbidités, les choix thérapeutiques dépendent de la comorbidité. Par exemple, devant certaines maladies, il y a certains traitements qu'on ne peut pas mettre. Donc, par exemple, chez les femmes enceintes, il y a des traitements qui sont contre-indiqués en cas de grossesse. Donc, vous savez évidemment bien qu'on ne peut pas mettre ces traitements chez ces femmes qui sont enceintes. Il y a un traitement en plus que nous sommes en train de faire pour les patients hospitalisés. C'est que nous leur avons donné de la chloroquine et puis de l'azithromycine. D'accord, selon le protocole un peu de ce qui s'est fait à Marseille. Quand vous donnez un médicament, surtout sur une nouvelle maladie, où il y en a qui guérissent spontanément. Selon les spécialistes de la santé, comme toute maladie infectieuse, plus la prise en charge est précoce, plus vite la personne se remet. D'où la prise de responsabilité en alertant très tôt les services compétents en cas de découverte des signes liés au Covid-19. 1er juin 2020, c'est la date retenue par l'État pour la reprise des cours dans tous les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire nigérien. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Yahouza Sadissou. Les précisions avec Rahilot Cheibou et Abdoulaye Ali. L'avènement de la pandémie du coronavirus a amené les autorités nigériennes à prendre plusieurs mesures, dont la fermeture de tous les établissements scolaires, universitaires et ceux de la formation professionnelle. Il s'agissait ainsi pour le gouvernement de minimiser la contagion. Après plusieurs prorogations de cette mesure, l'État envisage la réouverture des écoles, une décision prise après plusieurs rencontres d'échange entre le gouvernement et le comité d'experts chargé du suivi de la pandémie à travers un mécanisme scientifique. Aujourd'hui, nonobstant le fait que les régions de Difa et d'Agadez soient contaminées et que la situation de la région de Zender soit préoccupante, grâce à Dieu, l'évolution globale de la pandémie est favorable. Au niveau de tous les ministères en charge de l'éducation et de la formation, nous avons fait beaucoup de réflexions, nous avons fait beaucoup de scénarios que nous avons partagés avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et également en Conseil des ministres. Suite à ces différents échanges, et jusqu'à preuve de contraire, nous confirmons la date du lundi 1er juin pour la réouverture de tous les établissements sur l'ensemble du territoire national. Bien évidemment, en amont de cette réouverture, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faille prendre pour concilier les deux impératifs du gouvernement, à savoir la validation de l'année 2019-2020 et le succès de la lutte contre la propagation du coronavirus. Actuellement, le taux d'exécution des activités académiques en dehors des universités tourne autour de 50 à 75% selon les établissements.
ou qu'on soit au public ou au privé. Donc, le taux est de 50 à 75%. Après différentes évaluations, nous aurons besoin de 45 jours pour finaliser les programmes de l'année. Ainsi, les cours vont s'étaler du 1er juin au 15 juillet 2020. Après interviendront les différents examens, le BEPC, le baccalauréat, le BTS, etc. Les dates précises pour ces examens vont être communiquées ultérieurement. Pour assurer une éducation pérenne à la jeunesse, les acteurs de l'éducation se sont également concertés pour fixer la date de la prochaine rentrée académique 2020-2021. Pour ce qui concerne la rentrée 2020-2021, elle aura lieu, Inch'Allah, le 15 septembre 2020 pour le second cycle du secondaire. Le 1er octobre 2020 pour le premier cycle du secondaire, pour les primaires et la formation professionnelle et technique. Et le 1er janvier 2021 pour les universités publiques et grandes écoles. Pour les établissements d'enseignement supérieur privés, ils n'ont pas beaucoup de retard, ce qui fait que leur rentrée peut intervenir avant janvier 2021. Du reste, chaque année, il y a 2 rentrées différentes. Il y a la rentrée, en tout cas au niveau de l'enseignement supérieur, la rentrée du privé qui intervient un peu plus tôt et plus tard la rentrée des universités publiques. Cette rentrée du 1er juin, a tenu à préciser le ministre Yahouza Sadissou, se fera dans le respect de toutes les mesures barrières édictées par l'État avec la mise à la disposition des écoles des dispositifs nécessaires. Suite de cette édition, le Fonds de solidarité pour la riposte au Covid-19 continue d'être alimenté. Hier, la cellule financière et comptable de lutte contre le Covid-19 a reçu la contribution de la communauté burkinabé au Niger et du Conseil nigérien des utilisateurs des transports CNUT. Le point avec Nadia Mahaman et Boubacar Imran Meiga. Combattre le virus par la solidarité, c'est sous ce slogan de la cellule chargée de la gestion financière et comptable de la riposte au Covid-19 que les bonnes volontés continuent à se manifester. Ce matin, il est enregistré la contribution des ressortissants du Burkina Faso au Niger à hauteur de 400 000 francs CFA et celle du CNUT, le Conseil nigérien des utilisateurs de transport, pour la somme de 15 millions de nos francs. En recevant ces dons, Issaka Kamaï Mahamadou du comité interministériel a vivement remercié les généreux donateurs tout en assurant de leur utilisation rationnelle. Le Conseil islamique du Niger a entamé jeudi dernier dans la région de Tawa une mission de sensibilisation sur les mesures préventives du Covid-19. Le point avec James Didier et Laoli Tini. Première étape de cette campagne de sensibilisation, le village de Kara Acha, prénommé pour sa culture islamique, la délégation du Conseil islamique s'est entretenue avec Cheikh Siraj de Kara Acha, avec qui les membres du Conseil islamique ont décliné l'objet de leur mission qui porte la contribution de leurs religieux de la campagne de sensibilisation des fidèles sur le respect des barrières et mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus du Covid-19, des mesures qui cadrent parfaitement avec les prescriptions et recommandations de l'islam, a soutenu Cheikh Siraj de Kara Acha, qui a salué cette initiative du Conseil islamique, mais également a remercié le président de la République pour son implication personnelle dans la lutte contre cette pandémie. Likitoci su ne Allah ya mallaka ma wa'annan fanyinoni abinda suka kira gare mu na mu nisanta mu nisance shi sun yi kira gare mu kula da tsafta to mu kula da tsaftar nan sai kula. Nous sommes entièrement d'accord avec les barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus du Covid-19. Ici à Kara Acha, nous avons suspendu toutes les prières collectives des rassemblements et nous avons libéré nos 12 000 disciples qui étudient
dans les différentes écoles coraniques. Nous soutenons cette initiative du Conseil islamique et nous remercions le président de la République pour son implication personnelle pour lutter contre cette pandémie. Malamai suna nan suna addu'a dare da rana, likitoci kuma suna nan su ko sun hana makan su kwana dare da rana. Allah subhanahu wataala ya game dukan ayyukan nan namu da addu'o'in da malamai ke yi da kulawar da likitoci kai. Allah ya kawo mana mafita, ya kuranyi mana wannan bala'i wannan alloba da ya sauka cikin ƙasa. Albarkar sayyidul wujudi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Après cette rencontre du village de Kara Acha, marquée par des lectures de Saint-Coran, de prières et doigts, la délégation du Conseil islamique s'est entretenue dans la salle du gouverneur de la région de Tawa avec les représentants des associations islamiques de la ville de Tawa. Au menu de cette rencontre, la contribution des leaders religieux dans le cadre du respect des barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Des mesures soutenues et défendues par l'ensemble des leaders religieux présents à cette rencontre. La turku aidikum ila tahaluka kako jefa kanunku cikin halaka. Likitocin mu suka ce mu yi kokari mu kiyaye. En matière de santé, il faut toujours respecter les prescriptions et recommandations de son médecin. La religion musulmane est d'accord avec cette manière de faire. Cette pandémie du coronavirus, un phénomène mondial, tous les pays islamiques observent les mêmes barrières qui cadrent avec notre religion, qui est l'islam. Inda abin ya faru da suka kiyaye yau Allah ya dauke musu ina ji su yanzu ma an koma karatu da komi cikin birnin Wuhan na Shin. Au terme de cette mission marquée par des gens fructueux de la région de Tawa ont manifesté leur engagement et leur soutien aux efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le virus du Covid-19. Le gouverneur de la région de Difa, président de la coordination régionale de lutte contre le Covid-19 à Difa, a entrepris une série de visites à Kablewa et Gingimi. Objectif, s'inquérir des dispositions prises au niveau des centres de santé pour stopper la propagation de la maladie dans la région. Le point avec Gunga Gibrima et Hassan Abdou. Il s'agit à travers cette visite pour le gouverneur de la région de Difa, accompagné pour la circonstance du directeur régional de la santé publique, des membres du comité de coordination de lutte contre la maladie à coronavirus et les responsables des forces de défense et de sécurité de s'inquérir des dispositions prises au niveau des districts sanitaires, notamment de Ngingimi pour la riposte contre le Covid-19 au centre de santé intégré de Kabalewa. Première étape de la visite, Issa Limine a visité les différents pavillons, notamment celui dédié aux éventuels cas de Covid-19. À ce niveau, le gouverneur de la région de Difa s'est félicité de la mobilisation des agents de santé pour la riposte contre le Covid-19. À l'hôpital de district de Ngingimi, Issa Limine a visité les différents services, particulièrement le pavillon devant accueillir d'éventuels cas du Covid-19. Le gouverneur de la région de Difa s'est réjoui de voir des dispositions prises à ce niveau pour stopper la propagation du Covid-19 dans la région de Difa. Ainsi, toutes les mesures prises au niveau du chef-lieu de la région sont aussi observées au district sanitaire de Ngingimi, un réel motif de satisfaction pour Issa Limine. Ensemble avec les responsables de la santé, en plus des dispositions qui sont prises au niveau du chef-lieu de la région, à savoir au niveau du CHR et du CIC urbain à Difa. Il faudrait aussi s'assurer que les mêmes dispositions sont prises à l'intérieur de la région. Sinon, il ne sert à rien de prendre les dispositions dans les chefs-lieux de la région et qu'au niveau des districts, heureusement, nous avons constaté que c'est le même niveau de mobilisation, de sensibilisation, de prévention, et dans la mesure de leurs possibilités, ils ont aussi aménagé des cadres de prise en charge au cas où il y aurait donc des malades atteints réellement de cette maladie. Donc globalement, vraiment, les dispositions qui sont prises, c'est un peu à l'image des chefs-lieux de la région. Donc c'est des dispositions qui nécessitent d'être améliorées par l'apport de certains matériels, de certains équipements et aussi peut-être même un peu d'apport financier pour pouvoir aménager certaines infrastructures et créer en tout cas un cadre idéal aménagé pour pouvoir faire face en tout cas au cas où il y aurait des malades réellement atteints de cette maladie.
Le gouverneur de la région de Difa a, au cours de cette mission, insisté sur le geste barrière et a félicité le personnel soignant pour leur mobilisation en étant en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Autre aspect de cette édition, comme à l'accoutumée, le 13 mai, les femmes nigériennes célèbrent la journée nationale de la femme. Cette année, la célébration se fera dans un contexte particulier dû au Covid-19. Aminata Garba, Suleiman Boubacar. La célébration de la fête du 13 mai de cette année n'aura pas le même cachet que les années précédentes. Pour cause l'avènement du Covid-19 qui a mis en veilleuse tous les regroupements et toutes les manifestations socio-culturelles. Cependant, l'esprit de la commémoration demeure pour rappeler et magnifier la date historique du 13 mai. Cette journée sera donc célébrée, mais autrement. Ce n'est pas une fête parce qu'il n'y aura pas d'engouement, il n'y aura pas de rassemblement. Donc il n'y aura rien en tout cas qui puisse mettre ensemble les femmes pour donner une nature de fête. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas laisser cette journée sous silence. Nous disons qu'il faut faire quelque chose. Dans la guerre contre cet ennemi, le virus, n'est-ce pas, le corona, nous n'avons pas baissé le bras, il faut toujours aller en guerre. Parce que le Covid-19 a besoin d'être démantelé. Et à travers la femme, Inch'Allah, il le fera, on le saura. Et c'est pourquoi nous disons, la journée du 13 mai, nous avons une équipe restreinte qui va sillonner juste des endroits bien ciblés, là où les femmes, certaines femmes, surtout nos sœurs, méconnaissent cette question de Covid-19. Elles seront sensibilisées. Une façon de leur montrer toutes les mesures barrières. Après la sensibilisation, elles auront reçu des masques et elles vont recevoir aussi du savon pour les mesures d'hygiène. La lutte pour l'émancipation et l'autonomisation économique et politique des femmes demeure une réalité. Dans ce cadre, ce 13 mai 2020 sera commémoré dans la perspective des prochaines joutes électorales. Nous sommes à la fin, en tout cas, d'un mandat qui prépare les élections et nous sommes aussi dotés, n'est-ce pas, d'une loi, d'un rehaussement de la loi sur le quota qui va de 15 à 25% pour les postes électifs et de 25 à 30% pour les postes nominatifs. La participation de la femme au processus électoral, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous nous sommes bien préparés pour cette journée de 13 mai. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 est venue, en tout cas, remettre en cause. Et c'est tout à fait normal que cette journée ne se fête pas. Même si la journée nationale de la femme est célébrée dans la sobriété, les femmes vont œuvrer davantage pour améliorer leurs conditions de vie. Dernier aspect de cette édition, la fondation Tatali Yali de la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, a offert un don de vivres aux populations déplacées des villages environnants de Fertal, situés à 24 km au nord-ouest du département d'Abla. Ce sont au total 15 tonnes de produits céréaliers mises à la disposition de 200 ménages vulnérables de cette localité. Hassoumi Abdoulaye et Sadou Inou Ali pour le compte-rendu. La fondation Tatali Yali de la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, continue d'élargir et de multiplier ses actions sociales dans plusieurs localités du Niger. C'est ainsi qu'hier, 10 mai 2020, ce sont au total 200 ménages du département d'Abala, région de Tillabéri, qui ont bénéficié d'un important don en vivres de cette structure qui œuvre inlassablement pour le bien-être des couches sociales vulnérables. Ce don de 5 tonnes de mil, 5 tonnes de maïs et 5 tonnes de riz sera réparti entre les 119 familles déplacées des villages environnants, à savoir Tamalolo et Agjinei, et 81 familles de Fertal, village d'accueil. La fondation de la première dame Tatali Yali a pour vocation donc de venir en appui à la population nigérienne en général et celle de Fertal aujourd'hui en particulier
C'est le lieu issu de rappeler un important don de produits pharmaceutiques au village et des vivres lors donc de l'inauguration du CSI de Fartel. Donc c'est pour moi aujourd'hui un honneur d'être parmi vous à la remise de ce don qui est donc un deuxième donc de cette nature pour le département d'Abala et un deuxième aussi pour le village de Fartel. Nous vous transmettons donc le salut fraternel de la première dame. Auparavant, le chef de village de Fartal, Daouda Manomi, et le maire d'Abala, Boubacar Oumarou, ont respectivement souhaité la bienvenue à la délégation avant de remercier la fondation Tatali Iyali pour cette manne précieuse. Il en est de même avec le préfet d'Abala, Asuman Alassane, qui s'est longuement apaisanti sur l'importance de ces vivres pour des populations démunies et déplacées en cette période de Ramadan. Les bénéficiaires, eux, ne tarissent pas d'éloges à l'endroit des généreux donateurs. Nous remercions infiniment la Fondation Tatali Iyali. C'est une action louable, ce don de vivre. Que Dieu les protège et les assiste. Ce don de la Fondation Tatali Iyali est une grande importance. Nous allons donner la majeure partie aux familles déplacées et nous allons nous partager le reste. Ces vivres vont beaucoup nous aider et nous allons les distribuer de façon que chaque famille trouve son compte. Nous remercions la première dame Malika. Ces 15 000 tonnes de céréales seront distribuées équitablement entre les 200 ménages recensés et chaque famille recevra 75 kg de vivres, soit 25 kg de chaque céréale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.